suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Aux États-Unis, dans l'État de Pennsylvanie, à l'ouest de Philadelphie, les jardins de Longwood s'étendent au sein d'un domaine de presque 500 hectares. Ils mêlent leurs inspirations européennes au savoir-faire américain. Depuis leur création au début du XXe siècle, les jardins de Longwood exposent, avec un art consommé de la mise en scène, des créations horticoles le long des allées et dans ce qui est considéré comme le plus grand conservatoire horticole des États-Unis. Tout commence en 1906. Pierre Dupont, un industriel américain à qui l'on doit notamment les succès de General Motors, rachète le domaine agricole de Longwood afin de sauver l'incroyable collection d'arbres qui s'y trouve, menacée par l'exploitation forestière. Des espèces d'arbres remarquables, le Magnolia acuminata, le Ginkgo biloba ou encore le liquide ambar sont l'héritage des Quakers, une communauté religieuse experte en botanique qui vivait sur ces terres depuis le XVIIIe siècle. Pierre Dupont, faisant de Longwood une de ses résidences secondaires, va au fil du temps dessiner lui-même des espaces aux atmosphères variées, reflet de son amour pour la botanique comme de sa puissance industrielle. Colvin Randall est historien et consultant artistique à Longwood. Colvin, comment peut-on définir la personnalité de Pierre Dupont? Pierre Dupont fut un des grands industriels de la première moitié du XXe siècle aux États-Unis, l'un des pères de l'entreprise moderne. Ses centres d'intérêt étaient très divers. Il s'intéressait à la technologie, mais également à l'horticulture. Sa famille avait immigré de France et son grand-père, Eleuthère Irénée Dupont, se disait botaniste. Il avait étudié au Jardin des Plantes à Paris. Il y avait donc une longue tradition de botanistes dans la famille Dupont. À 36 ans, Pierre, qui adorait les vieux arbres, acheta les jardins de Longwood pour les sauver. Il aimait aussi beaucoup voyager. Il se rendit de nombreuses fois en Europe, où il visita des jardins, particulièrement en France et en Italie. Il s'en inspire ici. Et alors c'est après tous ces voyages en Europe, effectivement en Italie et en France, qu'il décide de construire le jardin italien qui est juste ici. Parmi ses nombreux voyages en Europe, l'un de ses jardins préférés était la Villa Gamberaia, à Settignano, près de Florence. C'était pour lui le modèle idéal pour ce qu'il voulait créer à Longwood. Il a utilisé exactement les mêmes dimensions. Les deux bassins les plus éloignés sont 4 mètres plus longs que les deux premiers. Ainsi, quand tu les regardes depuis la terrasse, ils semblent être de taille égale. Il a utilisé les plans de la Villa Gamberaia pour obtenir ces dimensions. Et ça fonctionne très bien. Bien sûr, l'atmosphère du jardin ici est bien différente de celle de la Villa Gamberaia. À Gamberaia, le jardin d'eau repose sur un plateau qui surplombe la ville de Florence au loin. Ici, il se trouve dans un creux entouré d'arbres. Par certains aspects, il me fait davantage penser à un bosquet français, comme ceux que l'on peut voir à Versailles. Il y a 600 jets d'eau, ce qui nécessite un énorme volume d'eau. Colvin, la construction de ce jardin, c'est un acte sensible, un acte artistique, mais c'est aussi une question de technologie. Et la technologie, ici, elle nous parle à la fois d'une époque et à la fois de la personnalité de Pierre Dupont.
Pierre Dupont a reproduit les grandes lignes des jardins européens, ce qui fait la particularité de Longwood. En Europe, les fontaines fonctionnent toujours grâce à de l'eau de source, acheminée depuis un réservoir, une montagne proche ou un aqueduc. À Longwood, Dupont pouvait construire les fontaines là où il le souhaitait, car il utilisait des pompes électriques pour faire circuler l'eau. Pas de gravité. Aucune gravité. Il a noirci des pages et des pages de calcul hydraulique sur la capacité nécessaire aux pompes pour le nombre et la hauteur de jets d'eau prévus. Il a adapté la technologie à des fins esthétiques et je trouve que c'est plutôt réussi. Le domaine de Longwood est un parc arboré composé d'espaces jardinés et d'ouvrages architecturaux. La grande serre du conservatoire s'ouvre sur le majestueux jardin de fontaines, bordé par un carré de taupières. Au nord-est s'étire l'allée des arbres anciens, parallèle à la promenade du jardin fleuri. Ces axes mènent aux abords d'un lac qui donne sur les jets d'eau du jardin italien. Au nord, le domaine est bordé par une zone plus sauvage, composée d'un bois et d'une vaste prairie fleurie. Pierre Dupont aime collectionner les plantes, mais le rude climat de Pennsylvanie ne permet pas de les préserver en hiver. Il se lance alors dans un projet ambitieux, la construction d'un conservatoire, une gigantesque serre de verre et d'acier, comme un château au cœur de son parc. Dès 1921, la serre accueille des arbres fruitiers et les collections ornementales de Pierre Dupont. Jim Sutton est responsable des collections horticoles du conservatoire de Longwood. Il y travaille depuis 20 ans. Jim, la grande serre de Longwood, c'est vraiment le bijou du jardin. L'architecture de cette serre est incroyable. Quand Pierre Dupont a créé ce conservatoire, il en a fait un vaste espace ouvert. Il a aussi construit ces colonnes de 10 mètres de haut, sur lesquelles repose le toit, et puis quelque chose de très inhabituel pour l'époque. Il a installé un système de tunnels sous toute la serre. La plomberie, le chauffage et l'électricité se trouvent sous nos pieds. Et il n'y a rien au-dessus de nos têtes. Et les tuyaux dans le sol sont vraiment ingénieux. Il faut tirer, comme ça. Ils sont d'origine. Et on peut mettre de l'eau ou de l'engrais. Et là, ça marche encore aujourd'hui. Oui, ça marche. Les tuyaux se replacent facilement dans le sol. On remet le cache et on passe à l'allée suivante. Ça, c'est vraiment une époque. C'est l'époque où on maîtrise le fer, l'acier, le béton, et où on essaie de cacher toute la tuyauterie, en fait. Dans d'autres serres, les tuyauteries, le système de chauffage, de plomberie, sont généralement suspendus en hauteur. Mais ici, il n'y a rien. Tout ce que l'on voit, c'est la superbe architecture, car tout est sous nos pieds. Dans ce conservatoire, chaque allée a sa propre gamme de couleurs. Pour les créer, on utilise différentes fleurs, différents feuillages et différentes textures. Nous essayons aussi de mettre l'accent sur certaines grandes plantes avec des cannas ou, plus classiques, des hibiscus. Et ici, on attire le regard vers la colonne en la recouvrant de ficus. Nous essayons aussi de présenter des plantes qui sont intéressantes d'un point de vue horticole, comme ce grand classique que nous avons créé à partir d'un plant d'acalifa, ou queue de chat. Il faut 2 ans pour le faire pousser droit, pour créer ce tronc. Et on a obtenu cette grosse tête au sommet. Donc elle est censée ressembler à quoi, cette plante, quand elle n'est pas formée de cette manière-là? Si nous ne l'avions pas forcée à pousser comme ça, ces branches partiraient de la base, avec beaucoup de tiges,
et ces fleurs seraient plus petites, car il y aurait davantage de feuillage. Alors que là, on obtient des feuilles un peu plus petites, et on peut mettre en valeur toutes ces fleurs. Le conservatoire a gardé sa vocation de démonstration horticole, chère à Pierre Dupont. Régulièrement, les collections de Longwood changent de thème et s'exposent telles des créations de mode. Pierre Dupont aimait recevoir dans sa serre et offrir à ses invités les fruits et les légumes de ses récoltes. Jim, ça c'est un espace que Pierre Dupont n'a pas connu. Non, il ne l'a jamais vu. Il y avait un jardin d'eau ici, et dans les années 50, il a été redessiné de cette façon. Et donc c'est un jardin ici qui est dédié aux plantes aquatiques tropicales. Oui, c'est notre exposition estivale de nénuphars. Une des stars, c'est cette incroyable plante ici, que nous avons développée à Longwood. Elle n'existait pas. Et dans les années 60, nous avons pris les Victoria amazonica et Victoria cruziana et nous les avons croisés pour créer cet hybride. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a les caractéristiques de ses deux parents génétiques. Il a la couleur rouge de l'un et le grand rebord nervuré de l'autre. Ça en fait une plante unique. Et Jim, ce sont des plantes qui ne sont pas censées pousser ici. Cette plante n'aurait jamais survécu en Pennsylvanie. Elle vient de l'Amazonie et elle est habituée aux eaux très chaudes et à beaucoup de soleil. On ne peut les faire pousser qu'en été. On doit s'assurer que l'eau est toujours à 26 degrés pour que la plante s'épanouisse. Longwood emploie une quantité spectaculaire de jardiniers. 70 personnes œuvrent à l'entretien et au renouveau des jardins. Ici, ils mettent en terre des bulbes qui fleuriront à la fonte des neiges. Edward Broadbent est jardinier en chef, responsable des espaces extérieurs. Ça, c'est un exemple qui va nous permettre de savoir où sont localisés les arbres. On va ensuite dessiner des formes, là où on souhaite créer des massifs avec les bulbes. Les arbres, c'est ce qu'on voit ici. Oui, c'est exact. Là, ce sont les arbres. Ça, ce sont les plantations de bulbes. On peut avoir une espèce ici, plusieurs variétés mélangées là. C'est un guide pour nous permettre de déterminer combien nous devons en commander pour ce terrain. Nous utilisons de la peinture pour gazon. Et nous dessinons ces formes irrégulières. C'est ce qu'on voit ici, là, autour des jardiniers. Oui, nous voulions que ce soit aléatoire, que ça ait l'air naturel. Alors de quelle manière vous allez planter chacun de ces bulbes? On va utiliser un plantoir à bulbes, comme celui-ci. Nous avons choisi ce type de plantoir afin de ne pas endommager les racines des arbres. Comme ça, quand tu creuses, si tu touches une racine, tu t'arrêtes. Avec la quantité de bulbes que nous avons à planter, beaucoup de gens penseraient à utiliser une foreuse électrique. Mais ça détruirait le sol. De cette manière, quand les jardiniers déposent les bulbes, il suffit de remettre le bouchon et ça protège des écureuils. Donc ça va extraire une motte dont la taille sera idéale puisqu'elle sera 2 fois la taille du bulbe. Puis après, on n'aura plus qu'à mettre les bulbes dans le petit trou. On tape dedans et c'est réglé. C'est ça. Et là, vous allez en planter combien des bulbes? Environ 157 000 pour cette plantation. Et il vous faut combien de jardiniers pour tous les planter? Beaucoup. Disons probablement entre 12 et 15 jardiniers pour un tel travail. Et quel type de bulbe vous êtes en train de planter ici? On aura des jacinthes des bois et 2 différentes espèces de perce-neige. Voici le Flower Garden Walk.
C'est le premier jardin créé par M. Dupont quand il a acheté la propriété. Il en a fait un jardin d'inspiration anglaise, composé principalement de plantes vivaces et biannuelles, et dans une moindre mesure d'annuelles. Désormais, nous utilisons beaucoup plus d'annuelles. Dans les années 1970, nous avons commencé à créer des massifs de couleurs. Ici, on a le premier parterre où on utilise traditionnellement des bleus et des violets. Et là, on va introduire un peu de gris et d'argent pour apporter de la lumière. La sauge est probablement celle qui est le plus représentée. On l'utilise beaucoup tout au long de la saison. Et ce qui va réunir les plantes dans les massifs ici, c'est uniquement la couleur. La texture et la couleur des feuillages sont aussi deux choses très importantes quand on regarde un parterre comme celui-ci. Comme ici avec les chrysanthèmes et puis les balsamines, par exemple. Et là, on voit bien comment vous travaillez avec les différentes matières. On a des chrysanthèmes qui fabriquent des petites sphères comme ça. Et puis tout d'un coup, des balsamines avec comment dire, une hauteur supérieure. Et puis en fond, on va retrouver alors là, des buddleias. Tout ça pour apporter vraiment de la variété, tant dans la texture que dans les différentes couleurs. Il y a un grand nombre de fleurs spectaculaires ici. Mais je pense que ça va au-delà des fleurs. Quand tu regardes ce jardin, ce sont aussi les feuillages et les textures variées qui apportent une grande délicatesse au jardin. Je pense que cette sophistication et cette élégance sont très importantes pour un jardin comme celui-ci. Longwood possède un département de recherche. Il crée des spécimens et teste l'adaptabilité des plantes provenant d'explorations à travers le monde. Peter Zeil, chercheur en horticulture, sélectionne les espèces pour les jardins de Longwood. Alors ici, Peter, on est dans les coulisses de Longwood. Ces serres jouent un rôle prépondérant. Quelle est leur fonction ? Les serres de recherche ont une fonction essentielle pour Longwood. Si on regarde autour de nous, on peut apercevoir de nombreuses espèces, car dès qu'une nouvelle plante arrive à Longwood, elle passe d'abord par ici. Il y a un nombre réduit pour chaque espèce, car nous voulons d'abord voir si elles valent la peine d'être exposées dans le jardin. Ont-elles les qualités ornementales, des fleurs de différentes couleurs, une longue période de floraison, une croissance élégante, des caractéristiques importantes pour des plantes ornementales. Nous regardons quel rôle elles peuvent jouer à Longwood. Peter, une de vos missions ici à Longwood, c'est de créer des plantes. Oui, un bon exemple serait nos cannas. Les cannas ont longtemps été des plantes très populaires. Ils étaient très à la mode pendant l'époque victorienne. Les gens les appréciaient pour leur taille. Celui-ci est typique de l'époque victorienne. Grand, la fleur au bout de la tige, beaucoup de feuillage. Ils sont vraiment le pilier de la bordure victorienne. Dans les années 60, on avait envie de faire pousser des cannas à Longwood, mais ils étaient trop grands. Les couleurs étaient fades et peu variées. Alors les botanistes de Longwood ont travaillé sur des cannas plus petits, avec de nombreuses couleurs, intéressantes pour le conservatoire. Ils ont pris une plante comme celle-ci, très grande, et l'ont hybridée pour la transformer en quelque chose comme ceci, qui correspondait mieux à la dimension de la serre. Nous voulions également créer une grande gamme de couleurs, en particulier un beau jaune clair, mais aussi des variétés de rouge, or, surtout des fleurs avec des larges pétales pour donner un bel effet. Enfin, nous souhaitions obtenir un canna qui soit beau en permanence. Ici, pas de formation de fruits, et la fleur est tombée d'elle-même. Ces cannas ont été exposés et très appréciés, et sont toujours dans le conservatoire. Des dizaines d'années sont parfois nécessaires au développement d'un spécimen satisfaisant.
Outre la recherche horticole, Longwood mène des expérimentations modernes sur le paysage. Au nord-est du domaine, le Meadow Garden en témoigne. La prairie de 35 hectares a été conçue en 2014 avec la volonté de représenter un paysage naturel de Pennsylvanie. Tom Brightman entretient cette partie naturaliste des jardins de Longwood. Tom, ici on a vraiment le sentiment d'être dans un paysage parfaitement préservé, magnifique. Et pourtant l'action de l'homme ici est très importante. C'est un paysage artificiel. Oui, tout à fait. Historiquement, cet endroit était une forêt, puis cela a été déboisé pour l'agriculture, et enfin nous l'avons transformé en prairie d'herbes et de fleurs sauvages. Nous la maintenons en état. Comme auparavant c'était une forêt, les arbres ont tendance à revenir. Alors Tom, comment vous l'avez créée cette prairie? Là on voit qu'il y a une plante qui domine, c'est celle-ci, le solidago. C'est elle qu'on voit un peu partout ici, c'est la couleur jaune qui domine ici dans la prairie. Le Solidago canadensis se propage de manière assez agressive. C'est une espèce native. En particulier à cette époque de l'année, il domine le paysage. Mais il y a beaucoup d'autres plantes qu'il compose. Et là, Tom, on a aussi des petites astères, des violettes et puis des blanches. Là. Oui, ici nous avons les astères violets, qui sont aussi des natifs des États-Unis. Ce sont des plantes géniales pour les insectes pollinisateurs. Avec le solidago, elles sont une source de nourriture très importante pendant l'automne. Ici nous avons une eupatoire qui est en train de faner. C'est aussi une grande pollinisatrice. Sans cet apport de nourriture, le pollen et le nectar, les insectes n'auraient pas assez de réserves pour passer l'hiver. Et Tom, la diversité végétale qu'on va rencontrer dans cette prairie va aussi contribuer à la présence des oiseaux qui sont au-dessus de notre tête. Oui, c'est primordial d'avoir une grande variété de plantes. Il y a des centaines d'espèces ici. Et chacune d'entre elles aide soit un insecte, soit un mammifère, et participe ainsi à la chaîne alimentaire. Les grands oiseaux, les rapaces viennent ici pour se nourrir de petites souris qui courent dans la prairie. Mais nous n'aurions pas ces souris sans toutes ces graines qui viennent des plantes. Et toutes les plantes qui sont ici dans la prairie sont des plantes natives, y compris celles que vous êtes venus semer. Oui, nous avons principalement semé des plantes natives. Nous essayons de les faire pousser tout ensemble, comme elles l'auraient fait naturellement. Mais nous les guidons ou nous en ajoutons si nous voyons qu'il y a quelque chose qui manque. Par exemple, cette plante ici, avec la tige bleue, l'andropogon, est l'une des plantes typiques qui poussent le plus dans les prairies des États-Unis. Tom, est-ce que cette prairie, finalement, c'est juste un sujet d'étude dans lequel on essaie d'améliorer un habitat écologique? Ou est-ce que, comme dans les jardins qui sont à Longwood, cette prairie est aussi un lieu esthétique? C'est difficile de répondre à cette question. Mais ce que nous avons sous les yeux est magnifique. C'est très différent des autres jardins. C'est vraiment un endroit particulier. Et quand on voit une prairie comme celle-ci, nous savons que nous sommes dans le sud-est de la Pennsylvanie. Lorsque nous l'avons créé, nous avons essayé de jouer avec l'esthétique. Il y a beaucoup de courbes, de larges motifs de fleurs. C'est possible grâce à notre façon de gérer l'ensemble, grâce à l'écologie. Tout est étroitement lié. Gérer l'écologie revient à gérer l'esthétique. Les deux sont si dépendants qu'on ne peut pas les dissocier. Le domaine de Longwood est un jardin unique, associant paysage naturaliste et espace formel d'inspiration européenne. Une singularité insufflée par la personnalité de Pierre Dupont, à qui la réussite industrielle a donné les moyens de réaliser des jardins ambitieux et fidèles à sa vision. Colvin, on comprend que les jardins de Longwood sont inspirés des jardins européens. Mais qu'est-ce qui fait de ces jardins des jardins dont l'identité est américaine? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des jardins typiquement américains, mais je dirais que ce qui est américain, c'est son esprit novateur, qui ne craint pas de se lancer des défis. Longwood est un grand jardin, pas aussi grand que Versailles,
Mais c'est un jardin qui résiste au temps et qui utilise des technologies de pointe. Monsieur Dupont pouvait construire ce qu'il voulait, alors qu'en Europe, la plupart des grands jardins furent créés par des rois. Ici, ce sont les industriels qui ont créé les grands jardins. Et ce qui rend Longwood unique, c'est que c'est un des seuls grands jardins de cette période à avoir survécu. Beaucoup d'autres, après la Grande Dépression et après la Seconde Guerre mondiale, ont dû renvoyer leur personnel, faute d'argent. Mais M. Dupont était prudent et il a créé une fondation pour préserver Longwood. Il représente vraiment le dynamisme de l'esprit américain. Et ça continue aujourd'hui.